Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à la deuxième édition du Forum Low-Tech. L'ensemble des membres de l'option ingénierie des Low-Tech de Centrale Nantes est ravi de vous accueillir ici pour cette belle journée qui s'annonce riche en découvertes et en rencontres. Ce forum a pour objectif de faire découvrir la Low-Tech, de vous inspirer et de créer du lien entre les personnes des sphères professionnelles, étudiantes, enseignantes et publiques. Nous espérons que l'ensemble du programme que nous vous avons préparé pour cette journée remplira cet objectif, quel que soit le niveau de connaissance sur la démarche Low-Tech avec lequel vous êtes arrivés en ces lieux. Donc avant ça, petit rappel du programme suite à la conférence. Donc juste après, vous aurez un temps pour vous restaurer. Donc nous espérons que vous avez toutes et tous pris vos tickets repas. Et dès 12h30, vous pourrez aller à la rencontre des exposantes et exposants de l'espace des initiatives. Et des temps d'échange dans l'Agora seront également organisés, ainsi qu'un atelier. Et vous pourrez aussi profiter cet après-midi de 3 superbes tables rondes sur l'enseignement, l'industrie et les imaginaires. Enfin, à 17h, nous avons prévu une collation pour vous permettre de vous remettre de vos émotions, assimiler toutes vos découvertes de l'après-midi et vous préparer à la conférence de clôture qui sera donnée par M. Philippe Biwix en ce même amphithéâtre à 18h. Nous espérons que vous êtes aussi impatients et impatientes que nous, que cette journée commence. Avant cela, nous souhaitions remercier toutes les personnes ayant rendu cet événement possible, et en particulier M. Jean-Marc Benguigui, sans qui notre option et cet événement n'auraient pas pu voir le jour. La direction de développement durable de Centrale Nantes, dont Vanessa Le Garec et Emmanuel Rosière, pour leur soutien, leurs conseils et leur aide logistique. Monsieur Romain Plourde, qui fait la captation vidéo de cette conférence, et grâce à qui tout le monde aura accès à sa rediffusion sur la chaîne YouTube de l'école à la suite de l'événement. Enfin, merci à l'équipe de direction pour son soutien permanent au projet. Je laisse maintenant la parole au directeur de l'école, monsieur Jean-Baptiste Raveillé, pour ajouter un mot d'introduction. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents si nombreux pour cet événement consacré à la Low-Tech qui prend de l'ampleur d'année en année, donc ça montre bien la dynamique qui est derrière cette thématique et derrière cette démarche. Il y a des gens qu'on n'a pas encore applaudis, mais c'est les étudiants organisateurs, donc je vais vous proposer de les applaudir. Parce que c'est eux qui ont tout fait. Merci beaucoup d'être là. Une journée très riche, vous avez vu le programme. On a quand même un très beau programme avec des intervenants de qualité, avec des interventions avec beaucoup de fonds et de matière sur ce sujet. Donc je ne vais pas vous faire, moi, une conférence sur qu'est-ce que c'est que la Low-Tech, puisque vous allez avoir notamment Philippe Biwix, donc des gens qui vont vous expliquer ça très très bien. Je ne vais pas non plus vous parler de pourquoi la Low-Tech, parce que je crois que c'est la thématique de la journée et que tout le monde va en parler. Par contre, je peux vous dire pourquoi la Low-Tech à Centrale Nantes. Ça fait réagir un petit peu, une grande école d'ingénieurs qui se met dans la formation à la Low-Tech et puis qui commence à parler de recherche, d'innovation dans le domaine. C'est fait exprès, hein, c'est pour faire réagir aussi un petit peu l'écosystème dans lequel on est tous. Pour nous, c'est une démarche essentielle, dans tous les sens du terme, qui vise en fait à reposer la question de quel est le rôle de l'ingénieur au XXIe siècle. Alors vous avez peut-être vu hein, dans nos documents de communication, le slogan de l'école, c'est Reinvent Engineering, donc réinventer l'ingénierie, réinventer le rôle de l'ingénieur. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment une journée emblématique de cette réflexion-là, de qu'est-ce que c'est que le rôle de l'ingénieur au XXIe siècle et comment est-ce qu'on va résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés, comment les ingénieurs vont résoudre ou aider à résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et la Low-Tech, c'est vraiment ça pour nous. Avec notamment cette démarche qui est vraiment essentielle d'aller questionner le besoin et de s'autoriser
à questionner le besoin et à se recentrer sur les besoins essentiels et sur la meilleure manière de résoudre ces besoins essentiels, de les combler en allant sur des technologies durables, frugales, réparables, accessibles, recyclables, etc. En tout cas, qui respectent les limites planétaires et qui s'inscrivent dans le fameux donut que vous devez tous connaître. Donc c'est ça qu'on essaie d'enseigner à nos étudiants. On va les écouter tout à l'heure pour savoir si ça marche, et ce qu'ils en ont retenu, et l'expérience qu'ils ont pu avoir en travaillant notamment avec Roland Jourdain, qui est là aussi avec nous ce matin, que je remercie, sur l'aménagement du bateau We Explore. Donc voilà, de voir comment ça réinvente, comment ça questionne sur le rôle des ingénieurs et donc le rôle de nos grandes écoles qui travaillent sur ces démarches-là. Moi, je suis très heureux de voir la manière dont ça infuse tous nos domaines d'activité, beaucoup la variété des entreprises et des partenaires, notamment qui sont présents aujourd'hui, qui illustrent aussi l'intérêt et la manière dont ça diffuse autour de nous dans le monde qui nous entoure. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et si l'École centrale de Nantes peut y contribuer, alors nous serons très heureux de le faire. Voilà, merci beaucoup encore, bonne conférence, bonne journée et merci encore aux organisateurs. Merci Monsieur Avrier. Nous pouvons à présent commencer cette conférence. Mais avant que Monsieur Vincent Liéger vienne nous parler de l'implémentation de la low-tech au quotidien, avec l'exemple de Cargonomia, nous accueillons Roland Jourdain, ainsi que certains membres de l'option ingénierie des low-tech pour un retour d'expérience sur ces 2 ans de partenariat entre Centrale Nantes et Explore. Bonjour. Non, on se voit plus tard alors. Ravi d'être parmi vous. Ça fait déjà quelques temps qu'on se côtoie. Notre première satisfaction d'être aujourd'hui parmi vous avec une salle encore plus grande que l'année dernière. Donc, comme me disait Monsieur le Président, ça infuse, ça monte, ça grandit. Et puis de toute façon, c'est obligé, parce qu'on n'aura pas le choix. Donc il vaut mieux y aller gaiement. Mon camarade Manu, donc responsable des projets Explore de notre fonds de dotation, me fait toujours cette blague de nous rappeler un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Nous sommes en 1983, c'est le début de ma passion. Je fais la Mini Transat, cette course en solitaire qui à l'époque ralliait l'Angleterre aux Antilles, une course qui avait été créée pour justement en réaction au gigantisme des bateaux et à certaines dérives qui empêchaient le plus grand nombre d'aller courir sur l'océan. Très brièvement, des bateaux en contreplaqué, puisqu'il s'agit d'un muscadet qu'on connaît bien dans la région, un plan fille-parler. 1983, alors ça va être une merveilleuse expérience pour moi. Je vais faire un merveilleux bateau, trouver un sponsor, réaliser un rêve, partir en course, et puis couler et revenir la queue entre les jambes, ce qui me permettra de découvrir un métier qui est le métier de la construction de bateaux de course, ici à Nantes d'ailleurs, puisque à l'époque le chantier Multiplast, qui est à Vannes maintenant, était à Carquefou, et je vais comme ça rentrer dans l'histoire maritime qui est en route au travers de l'évolution technologique et de la rupture technologique de l'époque au travers des matériaux. Les matériaux composites qui aujourd'hui font voler nos avions, mais nous font aussi jouer au golf ou aller à la pêche. Et donc je vais me lancer grâce à tout ça dans cette aventure de l'accélération, puisqu'on peut faire plus résistant, plus léger, donc plus vite. Donc les années suivantes, sans me poser de questions, je suis arrivé à la compétition par... D'abord, je pense, amour de l'environnement et des grands espaces, le bleu et le vert. Et j'ai passé mon temps à accélérer, à essayer d'aller plus vite que les autres, plus vite que moi-même, au travers de ces 30 glorieuses, on va dire, absolument incroyables, dans le domaine maritime, mais comme dans bien d'autres domaines, que ce soit en termes de conception, d'ingénierie de conception, de construction,
jusqu'aux télécommunications, jusqu'aux, enfin non, absolument tous les domaines, jusqu'à, cette photo peut en témoigner, jusqu'à la problématique de l'accélération. Elle nous fait plus regarder devant sur un bateau de course. Aujourd'hui, on ne peut plus regarder devant. Il y a trop de vent, il y a trop de mer, donc on regarde derrière. Et le sillage, souvent, nous renseigne sur la vitesse, sur les sensations, sur ce dont on peut comprendre du bateau. Mais ce sillage, il nous ramène aussi à la terre. Et moi, ce sillage, il a commencé à me dire, mais attends, finalement, dans ce que tu fais, là, il n'y a que le vent et l'eau de mer qui sont gratuits. Le reste, ça coûte combien? Ça coûte combien à la planète? Mon plaisir, ma passion, mon activité. Et finalement, la réflexion, alors c'est pas facile quand on est dans la compétition d'avoir des idées un peu transversales, mais c'est de se dire à quoi ça sert de repousser sans arrêt les limites de mes propres projets sur le terrain de jeu de ma planète, qui elle-même a dépassé les limites qu'elle pouvait nous offrir, quoi. Donc c'était un peu schizophrénique, ça l'est toujours, et donc on a voulu passer un pas de côté. Au niveau de... Je te laisse, Manu, parce que je n'ai pas mes lunettes. Hein. ce bateau We Explore, donc, qui nous rapproche, puisque nos coéquipiers étudiants travaillent sur We Explore. C'est une forme de, non pas du tout d'aboutissement, mais une continuité de chemin. We Explore, c'est un catamaran de 18 mètres qui est construit pour moitié en fibre de lin. Donc c'est le résultat d'un chemin professionnel qui nous a fait faire un virement de bord il y a une douzaine d'années dans notre entreprise Kéros, le bureau d'études exclusivement lié à la performance vitesse et aux résultats en compétition. Hop, on a fait un changement de cap et on est sur la performance environnementale au travers des matériaux, des process. Et ce qui nous amène assez loin, donc faire la preuve de concept qu'on peut construire, qu'on peut faire flotter de l'herbe en particulier, et en tous les cas qu'on peut faire différemment, en imaginant une autre forme de performance, mais tout en restant dans le match, parce que bon, pour faire ce premier chapitre de preuve de concept avec We Explore, on a fait la route du Rhum ensemble l'année dernière, et on a franchi la ligne d'arrivée en tête de la catégorie, donc ça peut marcher. Ce qu'on veut au travers de ce bateau, du fonds de dotation Explore dans l'intérêt général qu'on incube dans notre entreprise, c'est montrer l'ensemble de ces problématiques. Par exemple, un bateau, on n'arrêtera pas demain de construire des bateaux, mais on pourra peut-être plus en construire comme on en construisait hier, par contre. Donc un bateau doit être durable, utile. Et ici, la photo de droite, ça fait partie des missions de We Explore, c'est identification et reconnaissance acoustique de cachalots en Méditerranée. Donc, ce bateau doit accueillir le plus grand nombre, ce bateau peut faire un peu de fret maritime, ce bateau peut accueillir les gens à la journée, et ce bateau est sobre dans son fonctionnement, grâce à vous, en partie, grâce à l'intelligence collective, et aussi au retour d'expérience de se dire, en course au large, oui, on a pris plein de mauvaises habitudes, mais aussi parfois des bonnes, parce qu'on vit avec pas grand-chose sur un bateau. Alors, on est très loin de l'univers du plaisancier qui a besoin d'amener le confort de sa maison sur un bateau, mais n'y a-t-il pas des justes milieux et d'autres possibles à inventer en termes de modèle économique pour les chantiers qui les construiront et les concepteurs de ces bateaux-là, si on réfléchit à la déconstruction, en termes de confort de vie, d'empreinte environnementale du quotidien à bord. Enfin, il y a mille choses à inventer sur une plateforme bateau qui est finalement un petit hameau, un petit village. Alors, donc je navigue tout seul, mais avec du monde sur ce bateau. Et la vallée des low-tech, comme elle est interprétée, comme elle est titrée ici, le phénomène assez intéressant, c'est que ça fait une trentaine d'années, enfin dans le début 90, en fait, à Port-la-Forêt, donc dans le fond de la baie de Concarneau, s'est créé un groupe mutualisé de compétences de coureurs au large sous la houlette d'un entraîneur et de deux personnes qui ont proposé la chose suivante, c'est de dire, vous qui n'avez pas été beaucoup à l'école, les gars, et qui avez un petit peu d'énergie, un peu de compétences à mener des bateaux, si on se mettait ensemble autour de la table, si on mutualisait des questionnements, si on se regroupait autour de la performance sportive, départageons-nous à l'entraînement dans la baie, et vous serez tous plus forts au cours des régates.
Bon, le centre d'entraînement de Port-la-Forêt, il collectionne les médailles depuis à peu près une trentaine d'années. Donc la méthode fonctionne, la méthode de la collaboration fonctionne. Pour nous, Explore, c'est ce centre d'entraînement à l'exploration des futurs, avec une énergie mutualisée, des idées, une collaboration, et peut-être pas la déperdition énergétique qu'on peut avoir dans la compétition, en s'inspirant encore une fois de la nature, hein, où dans le monde du vivant, on a 80% de collaboration et à peine 20% de compétition. Je crois que, entre autres choses, entre la technique et les solutions technologiques qu'on peut inventer et dont on a besoin pour demain, on a surtout besoin de se mettre tous autour de la table, ben voilà, pour questionner le besoin, pour questionner nos usages et pour questionner notre bonheur collectif de demain. Et je laisse la parole à mon camarade Manu qui va nous poursuivre ça en beauté. Merci Roland. Moi j'ai la chance du coup d'être avec Roland depuis 10 ans, ça c'est une très grande chance. Et aussi d'être à côté de Jean-Marc là depuis 2 ans à explorer du coup qu'est-ce que la démarche tech en école d'ingénieur. Et c'est pas simple. Donc on a pas mal exploré l'an dernier, il y en a quelques-uns de la promo qui sont là, ça fait trop plaisir de vous voir. Et donc on s'est adapté avec ce qu'il y avait du Low Tech Lab, de l'ADEME, et donc on est parti des usages sur WeExplore. On a défini des systèmes au sens de l'ADEME s'y est mis, donc maintenant on sait comment traiter ces questions-là. Et après une phase vraiment d'ingénierie autour des dimensionnements. Donc ça c'était l'an dernier, vraiment une première phase d'approche qui nous a fait soulever aussi pas mal de questionnements, parce que finalement, au cœur de la démarche Low Tech, il y a beaucoup de choses. Les erreurs qu'on voit autour de nous, on a du mal à intégrer, comme dit M. Morin. Les illusions, les incertitudes et le risque. Ça c'est vraiment quelque chose que nous, avec la démarche Low Tech, on peut adresser finalement, on s'en rend compte maintenant. Et pour ça, on dézoome, on a vu sur le bateau, il y a des choses à imaginer, des technos à développer, mais on se rendait compte qu'on était dépendant d'autres acteurs, notamment un acteur clé, nous, c'est le bâtiment, la base Explore auquel est rattaché le bateau. Il y a une relation d'interdépendance très forte, que ce soit sur la réparation, l'alimentation, les questions autour de l'énergie embarquée, etc. Et du coup, nous, en tant que base Explore, on est interdépendant avec un territoire. Et pareil, là, on interagit sur le territoire, que ce soit sur l'alimentation, les questions d'énergie, les questions de mobilité, etc. Et alors merci à Centrale de nous permettre d'être à vos côtés. Vous êtes des super cobayes parce que c'est pas simple. Mais cette question de dimensionnement multi-échelle et de comprendre que la solution, si on veut changer les mobilités, c'est peut-être pas inventer un nouveau vélo, mais c'est peut-être plus travailler à l'échelle du territoire, en ingénierie de la coopération, pour amener les infrastructures cyclables. En fait, il faut aussi se poser ces questions-là. On est convaincu maintenant que la techno, c'est juste une petite part de la solution. La grosse part, c'est de l'ingénierie humaine, et donc c'est pour ça aussi qu'il faut faire évoluer les enseignements. Et donc on discute avec pas mal d'écoles d'ingénieurs sur ces sujets-là, comment on évolue. Et là, c'était juste un petit tribut de tous les Américains qui, en marketing, sont toujours très bons. Et donc en école d'ingénierie, voilà, ils ont la systémique, le technical leadership, ça je sais pas ce que c'est. Par contre, les skills, interpersonal skills, ça c'est ce qui est vachement développé au sein de l'option. Alors c'est pas simple de travailler à plusieurs, c'est pas simple d'organiser un forum comme aujourd'hui, et c'est pas simple d'être devant de l'incertitude aussi. Parce que nous, le projet, nous on est très habitués à l'incertitude en fait, avec les explorateurs, et en fait on a besoin de se former à ça, d'avancer là-dessus, quoi. Donc ça c'est chouette de voir, nous avec toutes les écoles, là on part aux arts et métiers aussi dans un mois pour travailler là-dessus, sur une nouvelle option, et ça quand même, ça SM pas mal. Et pour finir, la vallée des fous, Bilou en parlait, il y a 40 ans c'était des clochards des mers, même pas, ils avaient 30 ans. Maintenant, ça va, t'as une bonne situation. Et à côté de ça, c'est un vrai socio-système économique, bref, avec un vrai modèle économique, il y a pas mal d'emplois par chez nous. Et ce qu'on voit dans la low-tech maintenant, c'est ça amorce beaucoup de choses. Et là, donc, il y a 2 centraliens ici, Ilan et... il y a plusieurs centraliens, mais il y a 2 centraliens, notamment Ilan et Clément Chouane. Et on les voit, ils sont déjà au cœur de la low-tech de demain. Ça y est, ils ont déjà dépassé ce que nous, on fait à Concarneau. Ils sont encore un temps d'avance sur la question des communs, des communautés. Et là, on touche à une phase qui est assez passionnante, parce que qui est complètement nouvelle. Et voir comment ça s'hybride avec les pouvoirs publics, avec les entreprises, c'est un gros challenge. Et c'est trop cool de pouvoir le suivre, du coup, grâce à Ilan et Clément, un peu tous ces travaux. Nous, on a toujours besoin d'avoir des gens qu'on appelle un peu les tarés, donc de nouveaux explorateurs. Et donc là, c'est Coco, il a passé 1 mois et demi dans le désert. Il est sur Arte, si vous voulez voir ce qu'il a vécu. Et là, on le suit encore parce qu'il se met à Boulogne-Billancourt, dans une biosphère en zone urbaine dense. Et là, du coup, il va questionner les interdépendances quand on est en ville, autour de l'énergie, autour de la mobilité, autour de comment il va garder ses grillons vivants. Il va travailler avec un éleveur de grillons, du coup, autour de Boulogne. Et je pense vraiment, du coup, là, il bosse avec l'ICAM Nantes.
Là, on est encore plus dans le futur avec Clément, avec Corentin, pardon. Et donc, c'est toujours important de suivre ceux qui sont dans le futur, même si on a du mal à accepter ce qu'ils font parfois. Et je vais laisser la parole maintenant aux étudiants pour vous expliquer tout leur développement autour des différentes échelles de dimensionnement de l'hélotech. Merci beaucoup. Hop là. Merci beaucoup Manu et Roland pour ce retour. Hop, je monte un peu le son. Et à présent, nous, on se présente déjà. Moi, je suis Martin. Voilà, Julien, Martin et Milena. Et on est 4 étudiants parmi les 12 de la promo ingénierie d'Hélotech de cette année. Et maintenant, on va vous faire un retour d'expérience sur comment on a vécu cette année au sein de l'option ingénierie d'Hélotech. On ne va pas vous faire un retour projet par projet, parce que pour ça, on aura un stand pendant l'après-midi sur lequel vous pourrez aller découvrir tout ce qu'on a fait pendant l'année. Mais là, on va vous expliquer un peu comment on a vécu l'année, qu'est-ce que c'est de vivre un an en ingénierie d'Hélotech à Centrale Nantes. Alors, on a commencé en septembre, on était 12. On est arrivés tous super motivés de reprendre le projet autour du We Explore dont vous ont parlé Roland et Manu juste avant. Et la première tâche qu'on a eu à faire, c'est s'approprier le travail qui a été fait par les étudiants de la première année de l'option, parce qu'ils avaient déjà réalisé beaucoup de travail sur le projet. Et une autre tâche, ça a été d'apprendre à se connaître pour voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. On était 12. On avait une belle incertitude sur le projet, comme l'a précisé Manu juste avant. Et du coup, ça a été important pour nous de se connaître et de découvrir un peu le projet. Et donc, c'est passé par un voyage d'études à Concarneau en début d'année qui nous a permis de bien souder le groupe et de comprendre mieux les enjeux du projet. Ce qui est intéressant, c'est qu'on partait vraiment pas tous du même point en termes de connaissance de la low-tech. Parce que si pour certains, c'était un concept vachement clair et il y avait des personnes qui avaient pas mal de connaissances sur la démarche low-tech, pour d'autres personnes, et moi y compris, ça restait quand même vachement flou. Pour vous donner mon expérience, en arrivant en septembre, pour moi la low-tech c'était un four solaire, pour moi la low-tech c'était les 3 piliers, durable, utile, accessible, même si j'avoue que quand mon père m'a demandé « mais c'est quoi low-tech, l'option que tu vas faire ?» Je lui ai donné utile, durable, et j'ai oublié accessible. Et donc ça a été un gros travail de vraiment s'approprier tout ça, et pour ensuite passer de l'autre côté et faire des actions de sensibilisation à la low-tech. Et ce forum en est le plus bel exemple. Ouais, effectivement, je pense que c'est assez facile d'avoir l'idée de ce qu'est la low-tech. Mais pour s'approprier vraiment ces 3 piliers, je pense que c'est un travail assez profond parce qu'il y a plein d'autres principes qui en découlent. Et je vais vous présenter un peu comment moi je me les suis appropriés. Pour moi, l'aspect durable, c'est ce qu'on va retrouver dans l'impact du service, de l'objet, de la technologie. Et on va chercher à avoir un impact environnemental et social minimal. Ensuite, l'utilité, ça va être au niveau de l'être humain. Se demander quels sont mes besoins et quelles sont mes attentes de la technique et les questionner. Et enfin, pour moi, l'accessibilité, ce serait le lien qu'il y a entre l'objet, le service et l'être humain et essayer de faciliter ce lien, que ce soit une accessibilité dans la compréhension ou que ce soit une accessibilité dans l'inclusivité financière. Et après, je pense que ces 3 piliers, c'est un bon point de départ, mais il ne faut pas se résumer à ça. Il y a plein d'autres principes qui en découlent, et même entre les 3, ça s'auto-alimente. Et une dernière chose que je pense qu'il faut avoir en tête, c'est que donc, la low-tech, comme ça a été beaucoup dit précédemment, c'est une démarche. Et ce n'est pas... Rien n'est low-tech dans l'absolu. Par exemple, je pense j'ai beaucoup d'amis qui me disent « Ah, mais Martin, regarde, en vrai, ça c'est low-tech. » Mais je me permets de les reprendre. Et en fait, rien n'est low-tech dans l'absolu, c'est low-tech par rapport à quoi? Et j'aime bien l'exemple du vélo qui est souvent cité. Le vélo, c'est low-tech par rapport à une voiture.
mais comparé à la marche à pied, c'est pas du tout low-tech. Donc voilà, je pense que c'est les idées qu'il faut avoir en tête quand on appréhende la low-tech, et c'est un travail assez long de s'approprier tout ça. Du coup, je rebondis sur ce que disait Martin. Donc, par exemple, par rapport à la démarche low-tech, il a cité des projets techniques, mais du coup, la démarche low-tech, c'est un peu plus que ça aussi, il faut s'adapter à l'humain. Et du coup, c'est par exemple dans le cas dans notre option, on avait notre option projet, qui est c'est un projet sur un peu plus de 6 mois. Donc c'est un projet sur large échéance avec beaucoup de personnes. Donc il a fallu mettre en place une organisation afin de mener à bien ce projet. Donc nous avons fait des recherches pour savoir qu'est-ce qui existait. Nous avons observé qu'il y avait différents styles d'organisation. Nous nous sommes orientés vers sur une organisation transversale et non pyramidale comme on peut rencontrer d'habitude. Et nous avons réussi à mettre en place aussi différents outils, tels que le management visuel qui consiste à afficher dans notre salle tout ce qu'on a en tête, ou encore la communication non violente, qui est l'utilisation de signes distincts pendant nos discussions afin de fluidifier les débats. Et dans ce cadre-là, on est aussi arrivé à essayer de se questionner sur quel est l'objectif de notre projet, et donc dégager une raison d'être qui est donc apprendre, expérimenter et diffuser la low-tech. Donc comment ça se concrétise? Donc au niveau pour apprendre, ça s'est passé à travers les cours, et ça continue. Des cours que ce soit sur la démarche low-tech, la théorie, des cours techniques appliqués, ou encore à travers des conférences, je pense notamment au matinal de la transition écologique. D'un autre côté, il y a eu l'aspect expérimentation, donc c'est un aspect qui a déjà été un peu abordé avec Roland Jourdain et Manu. Et là, c'est les différents. En fait, on s'est répartis en 5 sous-projets que vous voyez ici. Donc, je vais pas tous les citer, mais c'est des projets assez variés où on se pose la question de concrètement comment ça va se mettre en place, et on essaye de assez rapidement faire des allers-retours avec l'expérimentation pour pas que ça reste quelque chose de très théorique. Et enfin, diffuser, donc le forum en est l'exemple. On a été aussi invité sur d'autres forums, je pense notamment au forum Séisme, au forum Tête à Tech à Paris, et également dans des interventions à l'extérieur. Ça peut être, on est apparu dans des lycées, il y a eu également un ciné-débat qui a été organisé autour du film Low-Tech. Et voilà, donc c'est un peu toutes les manières dont se décline ce projet, qui est celui de cette année. Merci. Donc maintenant on est le 20 février et ça va faire bientôt 6 mois qu'on est dans ce cursus, et fin mars on va toutes et tous partir en stage, donc c'est la fin, donc une année assez courte qui se compte en mois finalement, mais donc on peut d'ores et déjà tirer quelques enseignements de ce cursus. Premièrement, au niveau de la pluridisciplinarité, moi, j'ai été vraiment agréablement surprise par tous les domaines dans lesquels la démarche pouvait s'appliquer, vu qu'on a dit que c'est pas quelque chose de fixe qui va vraiment intrinsèquement caractériser un système, un objet. Et donc cette pluridisciplinarité, elle montre bien qu'on vient en fait dépasser cette solution purement technique dans laquelle, je pense, on se conforte souvent en école d'ingénieur parce qu'elle rassure, la solution technique. Mais là, on est vraiment venu chercher, du moins les acteuristes qu'on a rencontrés, des solutions vraiment systémiques et organisationnelles. Et je trouve que ça nous amène à avoir une posture bien plus polyvalente en tant qu'ingénieur, ou futur ingénieur plutôt. Et aussi, je voulais mentionner la richesse des échanges extérieurs que l'on a pu avoir. Donc, comme l'a répété Martin, il y a diffusé dans notre raison d'être. Donc, vraiment, on est parti à la rencontre de ces acteuristes. Donc, déjà à Nantes, en fait, on a découvert un noyau, un réel écosystème super dense et super riche. Et ça a vraiment nourri en continu notre formation. Et aussi, moi, j'ai vraiment été agréablement surprise par la confiance qui nous était accordée par les différentes personnes de l'extérieur, malgré notre jeunesse et le fait qu'on soit en apprentissage. Et donc, vraiment, moi, j'ai
adoré mon année et j'ai vraiment, je l'ai vraiment d'autant plus apprécié par le fait que on restait pas qu'à Centrale et on allait à la rencontre d'autres personnes qui sont dans la vraie vie avec de vraies problématiques, etc. Et je trouve que c'est trop chouette de dépasser ce cadre purement académique pour rencontrer d'autres personnes. Du coup, moi, je voudrais revenir aussi sur l'équipe, puisqu'on a dépassé le stade de groupe, on est passé sur celui d'une équipe maintenant. Donc, je pense que c'est en grande partie dû avec les outils qu'on a su mettre en place dans notre option, puisqu'on a réussi à développer une vraie ambiance de travail très très agréable, qui fait que finalement, on a eu, nos liens en fait ont dépassé les frontières de notre classe, qui fait qu'on a su se voir en dehors des cours et cultiver vraiment ce vrai esprit d'équipe. Et maintenant, vous allez me dire, et après? C'est qu'est-ce qu'on fait après un an en low-tech? Moi, ce qui m'a agréablement surpris, c'est vraiment le fait que énormément de portes restent ouvertes. Ça, je m'en suis rendu compte pendant ma recherche de stage, c'est qu'en fait, c'est une formation qui est très très axée sur la transition écologique et qui a un engagement fort. Mais pour autant, on a plein de portes qui nous restent ouvertes parce que c'est une formation qui reste généraliste. Et donc, ça a été une belle surprise. Et pour vous donner mon expérience, donc je pars en stage en avril, je finis ma deuxième année à Centrale Nantes avec cette option. Et je partirai en stage dans un bureau d'études en environnement sur le thème de la construction durable dans le domaine des bâtiments en santé. Et au niveau des études, j'en ai pas encore fini parce que l'année prochaine, je compte faire une césure pour voyager et découvrir un peu... découvrir au travers d'un stage et au travers de voyages des éventualités pour mon futur métier en lien avec la transition écologique. Et après, j'envisage un double diplôme avec l'école Sciences Po à Rennes pour développer des nouvelles compétences et un nouveau point de vue et toujours garder ce lien très fort avec la transition écologique. De mon côté, donc, je finis mes années d'études avec l'option low-tech, car je viens d'une mobilité qui est d'une autre centrale, de Centrale Casablanca. Donc je profite du coup de ces dernières études pour tester, pour découvrir la low-tech. J'ai été très ravi du fait que je veux continuer dans cette thématique-là, aller voir du côté du réemploi et des hautes technologies pour voir s'il y a une passerelle, pour voir la passerelle, comment lier les deux. De plus, pour moi, la démarche low-tech, c'est au-delà d'une compétence professionnelle, c'est quelque chose que je veux inclure dans ma vie personnelle, parce que effectivement, c'est une démarche qui doit dépasser le simple cadre en fait de notre vie professionnelle. Voilà. C'est bon? Oui, désolé. Donc moi, je finis mon cursus de double diplôme à Centrale Nantes, parce que initialement, je viens d'école de commerce. Ouh. Non, mais comme Martin, je rejoins un bureau d'études, mais plutôt sur les questions de mobilité, toujours avec ce prisme environnement, etc. Et après, en septembre, je retourne sur les bancs de l'école de commerce, donc j'ai un peu peur de la dissonance cognitive, parce que là, mes études ont pris un autre tournant, avec déjà aller en école d'ingénieur et ensuite faire un cursus low-tech en école d'ingénieur. C'est quand même, je change un peu de cap, mais en même temps, je me suis posée et je me suis dit, comment est-ce que je vais dealer avec la chose? Et c'est pour ça que je vais faire mon master en alternance. J'espère, j'ai pas mal d'attentes là-dessus, et donc j'espère trouver une structure assez chouette. Et moi, j'aime bien tout ce qui est bouffe, donc plutôt transition alimentaire avec les enjeux de sécurité alimentaire, ça m'intéresserait pas mal, donc je m'oriente vers ça. Et pour ma part, je suis en dernière année, donc là je termine mes années d'études également. Moi, je pense qu'au cours de la formation, je me suis aperçu que Manu le disait très bien. C'est l'aspect ingénierie sociale, c'est-à-dire tout l'aspect autour de l'accessibilité, le lien qu'il y a à créer et qui, mine de rien, est peut-être le plus important, en tout cas à mes yeux. Et donc je vais faire mon stage de fin d'études à Cargonomia, à Budapest. D'ailleurs, je crois que mon futur tuteur de stage est pas loin d'ici et a 2-3 trucs à vous raconter.
Merci beaucoup pour votre attention. Bonne conférence et bon forum. Merci pour cette présentation. Avant qu'on passe à la conférence, pour les retardataires, si vous voulez aller vous asseoir, c'est le moment. Et il reste des places devant et sur les côtés. Et sinon, vous pouvez demander aux gens de se serrer pour trouver votre place. Bonjour à toutes et tous. Je laisse les gens s'asseoir calmement. Alors, je m'appelle Vincent Liéger, je suis l'un des cofondateurs de la coopérative qui vient d'être évoquée, qui s'appelle Cargonomia à Budapest, qui est une coopérative assez pionnière parmi beaucoup d'autres autour de ces questions de low-tech. Mais quand on a commencé, nous on parlait plutôt de décroissance. On arrivait à la low-tech après. Et je vais vous présenter notre parcours, nos réflexions, mais avec aussi toute une dimension peut-être un peu plus politique ou philosophique, qui je crois extrêmement importante. Ça a été évoqué, la pensée complexe d'Edgar Morin. J'ai noté erreur, illusion, incertitude, risque. Donc je vais me permettre de faire une conférence en 4 temps. Et je vais commencer par un diagnostic, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui en termes de modèle civilisationnel. Je crois qu'il est extrêmement important de prendre le temps d'analyser les choses afin d'éviter de faire des erreurs et de partir dans de fausses bonnes solutions. Dans un deuxième temps, en partant de ce diagnostic, je vais évoquer un peu qu'est-ce que j'entends derrière le terme décroissance, qui a totalement alimenté nos réflexions quand on a créé notre coopérative Cargonomia. Dans un troisième temps, je vais faire le lien entre toutes ces belles réflexions et qu'est-ce qui nous a amené à la low-tech. Et dans notre coopérative, sur les 5 cofondateurs, on avait 4 ingénieurs, donc on a beaucoup réfléchi sur ingénierie, low-tech, décroissance et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Et qui va être en résonance avec énormément de choses qu'on a entendues. J'ai entendu parler d'ingénierie sociale, on parle du PFH, le précieux facteur humain. Et puis dans un quatrième temps, je vais enfin parler un peu de Cargonomia et un retour d'expérience après 10 ans. Qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, etc. Et puis il y aura ensuite un temps d'échange et de questions qui pourra revenir sur ce qui vous intéresse le plus. Alors, comme je disais, je suis ingénieur de formation, je suis cofondateur, coordinateur de Cargonomia et aussi le co-auteur d'un certain nombre de livres autour de la décroissance, de la sobriété. Et aussi l'un des animateurs des réseaux internationaux de la décroissance qui commence à prendre une très grande ampleur, peut-être pas aussi grande que les low-tech, mais je crois que les deux sont intimement liés et méritent d'avoir des liens très forts et des coopérations très fortes. Alors je vais commencer, comme je disais, d'abord avec une petite série de slides où je vais faire un peu un diagnostic, où est-ce que nous en sommes. Là vous voyez une courbe en bas qui représente la population mondiale. J'ai fait le choix de la montrer 10 000 ans avant Jésus-Christ. Ça commence, on n'est pas nombreux, on n'est pas beaucoup d'homo sapiens sur cette planète. Si j'avais été cohérent, ce serait encore plus impressionnant d'un point de vue visuel. J'aurais dû commencer il y a 300 000 ans. Et pendant 300 000 ans, notre espèce vivante, d'ailleurs elle rigolerait si elle nous entendrait parler de low-tech, elle a fait beaucoup de low-tech pendant très longtemps. Elle a fait preuve d'extrême créativité pour inventer différentes formes de vivre ensemble, pour répondre à ses besoins fondamentaux, des besoins fondamentaux qui étaient très différents de ce que nous on considère les besoins fondamentaux aujourd'hui. Et il y a eu énormément de formes d'organisation sociale, d'imaginaire, de vie qui pendant très longtemps, bon an mal an, des choses très belles, des choses moins belles, a cheminé sur cette belle planète qu'on appelle la Terre. Mais la population mondiale a très peu augmenté tout au cours de ces centaines de milliers d'années. Puis il y a 10 000 ans, il y a 12 000 ans pour être précis, certains d'entre nous ont commencé à se sédentariser totalement, partiellement, ont inventé ce qu'on a appelé des civilisations, des villes, des systèmes complexes. Et puis là aussi, pendant des milliers d'années, les choses ont peu évolué en termes d'impact, en termes de quantité d'individus, en termes du nombre de joules qu'on utilise chaque jour, de matériaux, et puis
quand on rentre autour de l'Empire romain, du Moyen-Âge, les choses commencent un petit peu à augmenter. On va être un peu plus technique et ainsi de suite. Puis d'un seul coup, il y a une explosion qui est intimement liée au deuxième graphe qu'on voit au-dessus, notre consommation primaire d'énergie primaire. Aujourd'hui, nous sommes dépendants à 80% des énergies fossiles, qui est quelque chose qu'on connaissait depuis très longtemps et qu'on a commencé à utiliser de manière massive avec la révolution industrielle. Et là, deuxième ordre de grandeur que je trouve qu'il est intéressant de garder en tête, c'est que ces énergies fossiles, c'est une accumulation d'énergie solaire sur notre planète à travers la décomposition de matière organique sur des dizaines, des centaines de millions d'années. Et en l'espace de quelques générations, l'espace de 200 ans, peut-être un peu plus, on a d'un seul coup eu accès à une quantité monstrueuse d'énergie, avec en plus cette qualité cette propriété assez incroyable qu'ont les énergies fossiles, c'est qu'elles sont extrêmement concentrées en énergie, elles sont stockables, elles sont transportables. Et tout ça a eu un impact extrêmement fort sur nos imaginaires, sur la manière dont on a commencé à penser nos organisations sociales, nos vies, nos consommations. Et ça nous a amené à une situation où on croit que la croissance est quelque chose de naturel et va continuer ad vitam aeternam. Malheureusement, quand on fait ce type de démarche en s'appuyant sur des ressources qui sont finies, à un moment donné, on arrive à une situation où ça devient toujours plus difficile d'avoir accès à ces ressources qu'on appelle la notion de pic de production de pétrole avec lequel nous allons commencer à flirter, mais aussi pic de production pour l'ensemble des ressources dont dépend aujourd'hui notre modèle civilisationnel. Et donc on parle beaucoup d'énergie renouvelable, on parle beaucoup de transition écologique, mais l'histoire de ces dernières décennies nous montre que cette transition écologique, c'est de l'addition d'énergie et une dépendance qui reste ancrée à 80% autour de ces énergies fossiles, qui vont à un moment donné commencer à manquer. Alors, énergie renouvelable, verte, smart, c'est souvent la publicité qu'on voit au milieu, quelque chose de propre, de merveilleux, de très chouette, mais derrière, ça dépend d'un modèle industriel dans lequel nous sommes, toujours dépendant à 80% d'énergie fossile, qui passe par de l'extractivisme, qui passe par des processus de transport, de transformation extrêmement puissants qui nous amènent dans une autre impasse. Je pense que tout ça, vous le connaissez très bien, mais c'est important de se le rappeler. Je pense que Philippe Biwix reviendra dessus avec beaucoup plus de temps et de précision tout à l'heure. Le gros problème, c'est qu'autour de ça, ça ne nous amène pas uniquement face à un modèle dont la fin est inéluctable, mais ça nous amène aussi face à un modèle où il met en péril la continuation de la belle aventure qui est la nôtre sur cette planète, et l'aventure de la vie, de manière générale, sur cette planète telle que nous la connaissons, autour de cette notion de la grande accélération, où la belle courbe exponentielle que vous avez vue au début, qui était celle de la population mondiale d'Homo sapiens, qui était celle de la consommation d'énergie, cette courbe-là, on la retrouve à peu près pour tout, naturellement autour des 6 limites planétaires que nous avons dépassées sur 9, autour du dérèglement climatique dont on parle beaucoup, qui est à 70% lié à la combustion des énergies fossiles. Mais je dirais que si avec le dérèglement climatique, on serait pas trop mal, mais tout ça est interconnecté à d'autres phénomènes, la chute de la biodiversité et beaucoup d'autres choses, avec cette notion aussi de boucle de rétroaction, avec cette notion qu'on n'est pas face, et souvent le cerveau humain a du mal à comprendre ça, on n'est pas face à des phénomènes linéaires, on se retrouve à flirter avec potentiellement des changements de changement d'état. Ce qui fait que quand on parle de réfléchir à l'adaptation à plus 4 degrés, souvent les gens y croient que c'est comme aujourd'hui, juste on rajoute 4 degrés tous les jours à la température. C'est pas du tout ça. C'est transformer de manière totalement fondamentale les conditions de vie sur cette planète. Donc la fin de la croissance, elle n'est pas seulement inéluctable, elle est nécessaire à mettre en place le plus vite possible pour rompre avec cette folie autodestructrice dans laquelle nous sommes embarqués. Et pourtant, on continue à s'enfermer dans ce qu'on appelle le mythe du découplage, qui consisterait, à travers l'innovation technique, à continuer à faire la même chose tout en réduisant de manière suffisante par rapport aux enjeux évoqués,
nos dépendances à un certain stock de ressources finies, et aussi aux impacts, et j'insiste bien sur le pluriel des impacts environnementaux. Toutes les études aujourd'hui montrent que ce découplage n'a jamais eu lieu et a peu de chances d'arriver. Et pourtant, l'ensemble de ce qui régit nos modèles économiques, sociaux, politiques aujourd'hui se base sur le pari que l'on va y arriver. Pari extrêmement dangereux, vraisemblablement déjà perdu. Alors j'en arrive, après avoir commencé par ce panorama relativement sombre ou pessimiste, j'en arrive à deux bonnes nouvelles. La première, c'est que si la croissance, et c'est ce qu'on voit sur cette courbe, quand elle commence à avoir lieu, la croissance du PIB, qui est intimement liée à la croissance de l'utilisation d'énergie, dans un premier temps, est associée à une amélioration du bien-être, ce qu'on a pu observer dans la plupart des sociétés actuelles, très vite, la croissance devient de moins en moins efficace à créer du bien-être. Elle devient au bout d'un moment même relativement inutile à créer du bien-être, voire négative. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans la plupart des sociétés occidentales, où la quête de croissance génère plus de mots MAUX que de joie de vivre, que de solidarité, que de ce que j'ai pu voir ou entendre chez des étudiants s'embarquant dans des pas de côté autour des low-tech. Et donc, c'est ce qu'on pourrait appeler ce paradoxe d'Esterlin. Si découplage il y a, c'est pas le découplage entre la croissance économique et les impacts environnementaux et la dépendance à des ressources finies. Si découplage il y a, c'est entre une croissance qui continue tant bien que mal à augmenter et un mal-être dans la société qui lui aussi continue à augmenter. Donc on n'a pas besoin de toujours plus de croissance pour vivre bien. L'autre point, c'est que la croissance est de plus en plus, pas seulement désirable, la décroissance n'est pas seulement désirable, mais elle est de plus en plus désirée. Aujourd'hui, partout à travers le monde, et en particulier en France, les enquêtes d'opinion montrent que ce que l'on va trouver derrière les principes, les valeurs, les aspirations que l'on trouve, ou les questionnements que l'on trouve derrière la décroissance, on va trouver des majorités culturelles qui émergent. Une étude, je parle qu'une d'entre elles qui est assez amusante, qui avait été faite par le MEDEF, et à son grand désarroi, qui était une étude qui était plutôt centrée sur l'innovation technique et sa capacité à répondre aux enjeux de société aujourd'hui. Le MEDEF se désolait que 67% des Françaises et des Français trouvaient que le choix de la décroissance était un choix beaucoup plus sensé. Décroissance définie comme sobriété et partage était un choix beaucoup plus sensé que cette fuite en avant autour de l'innovation technique et le pari de la croissance verte. Ce qui est intéressant, c'est que des majorités aujourd'hui aspirent à rompre avec le système dominant. Elles ne le font pas. Il faut analyser pourquoi. Et elles sont prêtes à le faire sous deux conditions. La première, c'est que ce soit partagé. Dit de manière un peu brutale, c'est grosso modo, plus on est riche, plus l'effort va être important à effectuer. Et qu'elle soit démocratique. C'est-à-dire que cette transformation sociétale doit s'accompagner d'une refonte de nos modèles démocratiques pour aller vers beaucoup plus de démocratie participative, délibérative. Dernier slide sur ce diagnostic. Depuis tout à l'heure, je parle de nous, de notre modèle civilisationnel. Si j'étais plus précis, et il faut faire cet exercice-là, je parle d'une minorité de cultures actuellement présente sur cette planète. Je parle d'une minorité de cultures à l'échelle de l'histoire de l'Homo sapiens sapiens. L'archi-majorité des cultures, des civilisations humaines sur cette planète n'ont jamais fait le choix de la croissance, n'ont jamais fait le choix du développement. Elles ont toujours fait d'autres choix. On a vu réapparaître de manière spectaculaire dans les débats de société l'année dernière le mot sobriété. On a l'impression qu'on a inventé quelque chose de nouveau. Quand on reprend l'histoire des spiritualités, des cultures, des traditions, d'ailleurs on parlait plutôt de tempérance, c'est une notion qui a toujours été très présente. Très souvent, la plupart des civilisations ont compris que pour être libre, pour être heureux, il faut savoir s'auto-instituer des limites. Là où nous vivons aujourd'hui dans une société de l'hubris. Et aujourd'hui, on a cette double peine où notre modèle civilisationnel, initié
par une minorité que nous sommes occidentaux sur cette planète, imposée à l'échelle mondiale avec des concepts comme le développement, concept post-colonial, et intimement dépendant de ressources que nous n'avons pas. Et c'est la carte du monde que vous voyez en bas qui est une carte corrigée par rapport à l'empreinte écologique par individu de chacun des pays. Donc vous voyez à quel point nous sommes obèses et à quel point les régions du monde d'où viennent la plupart des ressources dont nous dépendons sont rabougries. Et donc derrière ce dont je parle depuis tout à l'heure, c'est une histoire des inégalités. C'est une histoire d'une responsabilité, d'une croyance dans un modèle progressiste qui s'est embarqué dans une direction assez malheureuse. Et pour faire le lien avec les low-tech, je crois qu'il y a un devoir d'humilité, d'aller aussi voir ce qui se passe dans d'autres cultures par le passé, sur cette planète, en termes d'imaginaire, en termes de modèles sociaux, pour réapprendre le sens des limites, pour réapprendre à redescendre en dessous des seuils de contre-productivité et sortir d'un modèle fondamentalement colonial. Donc pour résumer, nous arrivons aujourd'hui dans une situation où notre société est organisée autour de la croissance, à la fois d'un point de vue technique, d'un point de vue économique, d'un point de vue culturel. Et la fin de la croissance est inéluctable, elle est nécessaire, inéluctable parce qu'elle dépend de stocks finis qui à un moment donné vont commencer à manquer, nécessaire parce que l'utilisation de ces stocks finis, en particulier d'énergie fossile à travers leur combustion, génère une destruction, une autodestruction de l'habitat dont nous dépendons. Mais bonne nouvelle, elle est désirable et de plus en plus désirée. Le problème, c'est comment sortir de la croissance dans une société qui est toxico-dépendante à la croissance. Une société de croissance sans croissance est une tragédie, ça s'appelle la récession, ça s'appelle la dépression, avec tous les mots, là aussi, MAUX, que l'on connaît et qui ne sont pas souhaitables. D'où la décroissance. La décroissance est née de ce constat, il y a maintenant 22 ans, avec tout d'abord l'articulation autour d'un slogan provocateur qui a été pensé comme tel. Il y a 22 ans, un groupe d'activistes à Lyon, qui venaient du monde de la publicité, et qui critiquaient la dimension extrêmement toxique de la publicité sur nos imaginaires, sur nos sociétés. Les gens qui travaillent dans la publicité sont des gens extrêmement intelligents, créatifs, qui ont une excellente connaissance de comment fonctionne un cerveau humain. Malheureusement, cette très belle connaissance est utilisée non pas pour faire vivre le débat démocratique, pour nous émanciper, il est utilisé pour nous faire désirer des choses dont on n'a pas vraiment besoin, qui plus est souvent en jouant sur les peurs, en créant des frustrations. Et donc, il souhaitait alerter sur le danger publicitaire, la toxicité de la publicité dans la société. Alors, il y a 22 ans, c'était la publicité à la papa. C'était encore des affiches, des pubs assez lourdingues à la télé. Aujourd'hui, la publicité, c'est quelque chose qui rentre dans l'intime, à travers les algorithmes, à travers les réseaux sociaux. Et je ne parle même pas à quel point ça va, de manière extrêmement violente, toucher les imaginaires des plus jeunes qui n'ont aucune défense intellectuelle, autonomie par rapport à ça. Mais ce groupe de personnes commence à s'intéresser, et les débats sur ces enjeux-là au début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000 étaient assez timides, commencent à s'intéresser aux enjeux écologiques, retombent sur une littérature qui avait un peu disparu des débats des années 70 sur la fin de la croissance, s'intéressent au dérèglement climatique, on commence à parler des rapports du GIEC, s'intéressent à la chute, l'effondrement de la biodiversité. Et ils se rendent compte que ces débats commencent à imprégner la société, que de toute manière, à un moment donné, on sera rattrapé par les impacts. Ce qui est 22 ans plus tard le cas, malheureusement, de manière tout à fait inquiétante, de ces limites à la croissance. Et ils se disent, mais si j'étais encore publicitaire dans ma multinationale de marketing, qu'est-ce que je ferais? Ben, je ferais du développement durable. Et depuis 22 ans, on a vu comment toutes les prises de conscience, tous les débats sociétaux qui a pu y avoir autour de tous ces enjeux de société, ont été les uns après les autres systématiquement récupérés par le système dominant, cooptés pour continuer à nous vendre la même chose, en faisant croire que ça améliorait les choses.
Juste un exemple, aujourd'hui, pour nous vendre une voiture, on va voir une famille heureuse, assise dans sa voiture sur une superbe route de montagne, riche de biodiversité, avec quoi dessus des vélos pour aller faire du vélo dans la forêt. Et donc ils anticipent un mot qui existait déjà depuis les années 70, qui est rentré dans le langage courant depuis. Ils anticipent le greenwashing. Et ils se disent, pour aborder ces questions-là extrêmement complexes, puisqu'on parle d'un changement de paradigme, ils se disent, il nous faut un mot qui soit à la fois non récupérable par le système dominant, et il nous faut un mot pour être non récupérable par le système dominant, qui s'attaque dans sa sémantique au cœur du réacteur, au cœur de la pensée dominante, au cœur de l'idéologie centrale à laquelle nous avons toutes et tous été biberonnés. Et donc ce mot se veut fondamentalement transgressif. Malheureusement, leur intuition a été bonne sur ces deux dimensions-là. Sur la première, comme je disais, systématiquement tous les autres concepts, toutes les autres belles idées, qui pour la grande majorité ont été portées au départ par des gens tout à fait sincères et sérieux, ont été récupérés les uns après les autres. Un exemple extrêmement spectaculaire, un mouvement qui d'ailleurs travaillait beaucoup sur les low-tech au début des années 2000, qui était très proche de la décroissance, qu'on appelait l'économie du partage, qui réfléchissait sur le fait que c'est complètement stupide de produire toujours plus de choses possédées de manière individuelle. Réfléchissons à la mise en commun. La mise en commun des savoir-faire, naturellement, mais aussi la mise en commun des espaces, la mise en commun des objets, des outils, de manière non marchande. Donc dans un premier temps, ça a été le couchsurfing. Il y a eu des phénomènes de mode extrêmement forts autour de ce mouvement-là. Le marché s'en est emparé, c'est devenu l'ubérisation du monde. Donc là où au départ on partageait les espaces, on les a vidés de leur population pour en faire du Airbnb et vider les centres-villes touristiques de toutes les grandes villes. Et donc la décroissance, à travers cette notion de slogan provocateur, alerte aussi les low-tech sur attention avec ce qui s'est passé ces 20 dernières années autour des prises de conscience. Attention, comment de très beaux slogans, de très belles idées peuvent facilement tomber dans le piège de la récupération. Et quand je parle de ça, c'est aussi une alerte pour la décroissance. On commence à avoir des signaux faibles de la récupération par le système dominant de la décroissance pour mieux la vider de son sens et de tout ce qu'elle porte. Parce que ce qu'elle porte, c'est une pensée multidimensionnelle qui va articuler ce que j'ai déjà montré rapidement de manière assez provocatrice dans mon diagnostic, qui va articuler les limites physiques à la croissance. Une croissance infinie dans un monde fini n'est pas possible, aux limites culturelles à la croissance. Et qui va même appuyer beaucoup plus dessus. Même si une croissance finie dans un monde fini était possible, il faudrait tout de même se poser la question, est-ce que c'est quelque chose qui est désirable? Est-ce que cela fait sens de construire une société qui s'est retrouvée pris dans le piège de devoir courir toujours plus vite pour consommer toujours plus de choses dont on n'a pas vraiment besoin? Et donc la décroissance, elle va revenir à toute une littérature extrêmement riche de déconstruction d'un certain nombre de concepts toxiques pour s'émanciper de ces concepts toxiques et commencer à ouvrir de nouveaux possibles, souhaitables, à inventer, expérimenter, mettre en place avec des retours d'expérience des modèles économiques, un autre rapport au travail, un autre rapport aux outils, un autre rapport au partage, qui serait non plus uniquement ancré autour d'une logique de profit, de croissance, mais qui serait autour d'un questionnement, quels sont véritablement nos besoins fondamentaux, et comment y répondre de manière soutenable, évidemment, mais surtout de manière souhaitable, de manière conviviale, autour d'une réinvention d'une forme de joie de vivre. Autour de cette pensée dimensionnelle extrêmement riche, dont la littérature aujourd'hui est très forte, qui a une grande dynamique dans les débats universitaires aussi, qui n'est pas nouvelle, qui s'inspire aussi, je pense, à la maison de collection, les précurseuses et précurseurs de la décroissance, qui va se nourrir de travaux plus ou moins anciens. La décroissance est devenue aussi un mouvement citoyen, ou plutôt un réseau de citoyennes, de citoyens, de projets, de collectifs, d'expérimentation, qui est devenu aujourd'hui international, qui va, dans son quotidien, suivant 4 niveaux, individuel, collectif, de résistance
et à travers une réflexion politique sur quel projet de décroissance, va essayer d'apporter des réponses à tout ça. Donc la décroissance est une invitation à décoloniser notre imaginaire, enfermé aujourd'hui autour d'un certain nombre de concepts toxiques, celui de la croissance, celui du développement, du capitalisme, du productivisme, de l'économicisme, du technoscientisme, non pas pour tout rejeter de manière stupide, mais pour mieux les appréhender et peut-être mieux se les réapproprier. La décroissance est une invitation à refaire société, à repenser en profondeur nos démocraties très malades, d'autant plus qu'il y a des attentes à plus de démocratie, et comment dans les territoires, comment sur des thématiques dédiées, avec créativité, avec innovation, on va inventer d'autres manières de se réapproprier les bonnes questions. La décroissance, c'est autour de la sobriété et du partage, et c'est surtout une chance énorme sur le pic que je vous montrais sur le premier graphe où nous sommes, une merveilleuse opportunité vers de nouveaux possibles. Pour les jeunes générations, face à une éco-anxiété qui est tout à fait légitime et compréhensible, se poser les questions de cette manière-là peut ouvrir un dépassement de cette éco-anxiété et de se mettre dans une logique, nous avons énormément de nouveaux mondes à inventer et à créer. Et j'ai mis un peu par provocation, et ça a été dit à plusieurs reprises par les intervenants précédents, les défis sont beaucoup moins techniques que sociaux, économiques, en termes d'imaginaire. Ce qui ne veut pas dire que la technique ne va pas être utile, mais la technique n'est pas le point bloquant là où nous sommes aujourd'hui. Alors on arrive au low-tech, et j'ai repris, c'était amusant, j'ai repris une page d'un de mes derniers livres où je définissais les principes de low-tech. Il y a plusieurs manières de les définir, et je me rends compte que aussi bien les miens que les autres qu'on va trouver, c'est que la plupart des questions, sur les 6 points, il n'y en a que 2 qui touchent directement la technique. Sur la plupart des points, systématiquement, et c'est ce qu'on retrouvait aussi sur les 3 points que les étudiantes et les étudiants ont mis en valeur tout à l'heure, à chaque fois, ça va plutôt être des dimensions autour des usages, autour de la gouvernance, autour du bien-être, autour de l'autonomie, autour de la convivialité. Et pour cela, il y a toute une richesse. J'évoquais des précurseurs de la décroissance, je pense à Ivan Illich, les outils de la convivialité, la notion de seuil de contre-productivité. Comment de très belles innovations techniques, non réfléchies, sans critique par rapport à celles-ci, mises en place dans un premier temps pour répondre à des besoins fondamentaux, une fois déployées, deviennent contre-productives. Un exemple, c'est l'automobile, objet merveilleux de décloisonnement, d'ouverture culturelle, de rencontre, de partage au moment où on l'invente, d'émancipation, qui d'un outil devient un modèle civilisationnel qui va aménager les territoires, qui fait qu'aujourd'hui l'utilisation d'une voiture est totalement contre-productive. Une étude qu'avait fait Ivan Illich dans les années 70, on peut refaire l'exercice avec des résultats assez similaires, autour de ce qu'on appelle la vitesse généralisée, où on prend en compte pas uniquement le temps que l'on va passer à faire les kilomètres que l'on va faire chaque année, mais on va rajouter à ce temps aussi le temps qu'il faut travailler pour financer sa voiture, l'infrastructure qui va avec, et puis tous les effets négatifs, pollution atmosphérique et ces 40 000, 50 000 morts avancés chaque année dans un pays comme la France, les accidents de voiture, on pourrait rajouter le bruit, l'absurdité d'un système où 50% des espaces publics sont occupés par des morceaux d'acier garés, etc. Je pourrais continuer une liste à la Prévert totalement délirante. Mais quand on fait cet exercice autour de la vitesse généralisée, on trouve une vitesse moyenne de 5 km par heure. Donc on a des bolides de 2 tonnes extrêmement puissants, d'une technologie merveilleuse, avec des moteurs aujourd'hui optimisés. D'ailleurs, les gains de productivité qu'on a fait ont été transformés en une augmentation des équipements, ce qu'on appelle l'effet rebond, pour rouler à la vitesse de la marche à pied. Donc on a créé des outils extrêmement puissants pour être pris dans ce piège. Je travaille pour payer ma voiture, j'ai besoin de ma voiture pour travailler. Et l'enjeu n'est pas le rejet de la technique, l'enjeu c'est comment on va la redompter.
Et la redompter, c'est aussi savoir se réapproprier cette question autour du sens des limites et à un moment donné de dire ça on ne le fait pas. Parce que si on le déploie de cette manière-là, ça aura des impacts contre-productifs sur notre bien-être, sur notre société. Et donc je parlais d'un Jacques Ellul et le totalitarisme technicien qui explique comment là où des techniques étaient censées nous libérer, nous aliènent, je crois que nous sommes toutes et tous avec ces belles machines d'une puissance merveilleuse et pris dans ce piège d'une addiction totalement délirante à ces outils, à l'impact environnemental en plus désastreux. Je ne parle même pas de, si vous êtes parent comme moi, de la contradiction profonde à passer ses journées à être dessus, à expliquer à ses enfants à quel point c'est pas bien d'être dessus toute la journée. C'est un exemple de l'absurdité de ces techniques. A été évoqué par monsieur le directeur aussi sur cette notion de repenser le rôle de l'ingénieur par rapport à toutes ces questions, par rapport à la fin d'un modèle civilisationnel et de nouveaux mondes à inventer. Et là, je fais un petit clin d'œil à Lucie qui m'avait souligné qu'il y avait une petite faute d'orthographe dans le premier mot que je n'ai pas pu retransformer parce que je n'ai que le PDF du document, qui est issu d'un travail de recherche mené par deux élèves ingénieurs brillants de Centrale Nantes, que je salue, Corentin Gaillard et Paul-Henri Mathieu, qui avaient passé 6 mois à Budapest en 2019, autour d'un projet très épistémologique. Par rapport à tout ça, quel est le rôle de l'ingénieur? Aujourd'hui, dans notre société, son rôle est cantonné à quoi? Idéalement, quel rôle pourrait-il jouer? Et puis derrière, un petit exercice qui a été mené dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs depuis, un exercice participatif où on invite en groupe, et d'ailleurs, il y avait une collègue d'école de commerce tout à l'heure, on l'a fait aussi dans les écoles de commerce, je l'ai fait aussi dans des écoles d'architecture, on peut le faire un peu avec tous les corps de métier, qui invitent un peu en groupe à une introspection sur le sens de ce que l'on fait. Nous avons acquis aujourd'hui une intelligence collective, des compétences, des savoir-faire exceptionnels. Mais ils sont mis au service de quoi et pour quel imaginaire? Et comment se les réapproprier et les mettre au service de quelque chose d'autre? Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on a fait cet exercice participatif, quels que soient les milieux socio-culturels qu'on aurait pu le faire, les métiers, très vite on va arriver à toutes les questions très anthropologiques que je partage avec vous depuis tout à l'heure. Et d'ailleurs, là aussi, on a donc cette troisième partie, un exercice très pédagogique où on va prendre la question de l'usage d'un objet de consommation classique et on va rentrer dans le détail, avec tout d'abord un travail sur ses impacts environnementaux. Donc si on va faire l'exercice sur la voiture, le fait de manger de la viande, sur le téléphone portable, sur le panneau solaire, on peut le faire avec n'importe quel item et de faire un travail d'analyse sur quel est le véritable impact sociétal humain pour le déployer comme on le déploie aujourd'hui, donc avoir une réflexion autour de l'usage, je dirais, dynamique et consciente, et puis après tout un questionnement sur repenser les usages, etc. Et toujours, les réponses les plus pertinentes en termes de gains autour des questions environnementales par rapport à cet outil vont être autour de l'usage et de la mise en commun. Et les gains autour de la question technique vont juste être à la marge. Et l'exercice nous a montré, et ça renforce ce qu'on disait tout à l'heure, que les véritables enjeux, et laissez-moi être très précis là-dessus, ce n'est pas de rejeter la technique, il ne faut surtout pas perdre tout ce qu'on a acquis, au contraire, il faut l'entretenir et peut-être même encore l'approfondir pour mieux le dompter. Mais les véritables enjeux sont humains. Alors j'en arrive à Cargonomia, parce que lorsqu'on a cofondé Cargonomia il y a maintenant une dizaine d'années, c'est cette analyse-là que je viens de vous présenter, et je pense que c'était important de revenir dessus, qui nous a animés. Et on parle d'une coopérative décroissante. Parce que dès le départ, on a pensé à un modèle économique, et on a eu la chance de pouvoir le faire pour différentes raisons. On a pensé à un modèle économique qui devait se protéger de la contrainte croissante. Aujourd'hui, on va créer une coopérative, on va faire un emprunt, on va aller chercher des financements. Il faudra rembourser plus un taux d'intérêt. On est pris dans ce piège, une fuite en avant,
de croître ou mourir. De la même manière, on va arriver dans un marché compétitif où les économies d'échelle des autres vont nous pousser à faire des économies d'échelle et à atteindre une vitesse de croisière qui ne sera peut-être pas celle que l'on aura choisie et qui sera peut-être encore moins celle qui est vraiment désirable pour répondre à nos besoins et pour le faire de manière conviviale et choisie. De la même manière, on a fait le choix dès le départ de ne rien inventer, mais de s'appuyer sur ce que l'on avait et que l'on pouvait voir autour de nous, s'appuyer sur des choses qui existaient déjà. Et je crois que là aussi, il n'y a pas grand-chose à inventer, mais plus à aller s'inspirer, s'appuyer sur celles et ceux qui font déjà, qui souvent sont isolés et souffrent. Et donc, on a mis au commun une ferme bio, une dynamique autour de l'agriculture urbaine à Budapest, un centre logistique avec une coopérative de coursiers à vélo, qui est devenue une coopérative de coursiers à vélo cargo, un atelier vélo, on fabrique petit à petit, et Adrien vient d'arriver, qui maintenant a continué cette belle aventure avec Véloma en France. On a commencé à fabriquer des remorques, puis des vélos cargo, et surtout énormément d'espace qu'on a pu se réapproprier comme des communs, avec beaucoup de collectifs et pas d'argent. Et le fait d'avoir et des espaces, du lien et pas d'argent nous a poussé à la créativité. Et en fait, on est arrivé au low-tech comme ça. Et on a fait des low-tech pendant des années, des gens faisaient des low-tech pendant des années sans même savoir que le mot et le concept existaient. C'est extrêmement intéressant et ce qui n'est pas nouveau. Et ces espaces partagés nous ont permis de faire de la recherche, nous ont permis de mener des projets éducationnels. Aujourd'hui, on a un énorme focus autour de ça, on travaille beaucoup avec les plus jeunes, les enfants, d'accueillir des étudiants, de réfléchir à notre société autour de débats de fond. Le débat d'idées est fondamental par rapport à tous ces questionnements, d'éviter de tomber dans des fausses bonnes solutions, d'être toujours autocritiques les uns avec les autres pour cheminer, non pas pour juger, non pas pour dire c'est la bonne recette, mais pour apprendre de ses erreurs, s'inspirer d'autres expériences, etc. Un gros focus de plus en plus sur le care, l'économie reproductive. On vit dans des sociétés, on croit que tout travail mérite salaire. Notre imaginaire économiciste nous fait penser la vie autour du travail, tripalium, objet de torture, l'emploi salarié. Quand on rencontre quelqu'un, la première question qu'on pose, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? À comprendre quel est ton tripalium. Or, les études montrent que dans nos sociétés occidentales, la plupart des sociétés, la plupart, voire la majorité des tâches sont effectuées à l'extérieur de l'espace marchand. Très souvent d'ailleurs portées par des femmes. Et comment redonner de la valorisation à toutes ces tâches qui ont été mises à l'écart, méprisées, ignorées, et donc organiser la coopérative autour d'un partage de ces tâches et une valorisation. La convivialité, le texte, je l'ai dit, les communs, l'économie de réciprocité, on a longuement, sur la plupart, une grande partie de nos projets, on a fonctionné sans argent. Mais sans argent, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de valeur, qu'il n'y a pas de construction, c'est une gratuité qui était construite. Et puis, quelque chose de fondamental, les événements festifs. Je crois que dans cette période où on se pose beaucoup de questions, où on a beaucoup de bonnes raisons d'être en stress, dans le doute, j'ai parlé d'éco-anxiété, on a besoin de temps festifs, on a besoin de temps qui peuvent prendre différentes formes pour se retrouver, pour rigoler et aussi faire preuve d'autocritique. Alors je vais vous montrer une petite vidéo d'1 minute. C'est en hongrois. C'est pour que vous écoutiez la belle sonorité de cette langue magyare merveilleuse. Il y a des sous-titres en anglais, mais je dirais qu'ils n'ont pas une grande importance. Cette vidéo, je la trouve intéressante parce que je trouve qu'elle transmet, en termes de valeur, beaucoup de choses dont je vous ai parlé. Et j'ai vu qu'il y a Anthony qui est arrivé, qui a passé 1 mois avec nous l'année dernière, qui à la fin de son séjour chez nous, on fait toujours un temps d'échange sur le vécu des gens. Il a dit, ce que vous apportez avec Cargonomia, c'est de la joie. Et je crois qu'il est extrêmement important à garder ça en tête autour des low-tech, c'est comment apporter de la joie. Et je l'ai vu dans le projet qui a été présenté tout à l'heure. Donc une petite vidéo d'1 minute qui montre quelques images quand même, parce que les paroles sont belles, mais qui montre quelques images
Miért használnál autót, ha teherbringával környezetbarát módon, csendesebben és kevesebb helyet foglalva szállíthatsz a mindennapi élethez elengedhetetlen dolgokat? A Cargonomia csapatával már évek óta azon dolgozunk, hogy a környezetbarát eszközt minél többen használhassátok. Hiszen teherbringával nem csak nagyszerű élmény közlekedni, de kényelmesen szállíthatod vele a hobbithoz, a munkádhoz és az életedhez szükséges eszközöket. Csapatunk ezért most létrehozta a közösségi teherbringa megosztó rendszert. Miután honlapunkon lefoglaltad, a kiválasztott helyszínen veheted át a teherbringádat. Célunk, hogy méltányosan járulhass hozzá a rendszer fenntartásához, ezért számládat úgy egyenlíted ki, ahogy azt jónak látod. Azt szeretnénk, hogy te is tagja legyél egy közösségnek, akik egy élhetőbb Budapest megteremtésén dolgoznak. A rendszerünk már másokat is arra inspirált, hogy megosszák teherbringáikat. Keresd fel minket, ha te is szeretnél átadóponttá válni, vagy teherbringádat megosztanád másokkal. Mivel így válnak a mi teherbringáink a ti teherbringáitokká. Donc ça, c'est une petite vidéo qu'on avait faite dans le cadre du lancement d'un projet de vélo cargo partagé comme un commun. Et on a une vingtaine de vélos remorques qui sont disséminés dans tout Budapest, partagés dans une logique de gratuité et de don libre. Et ce qui est intéressant, et c'est un exemple assez éclairant, c'est qu'on a souvent la visite de gens qui veulent lancer ce type de réseau, de système d'échange de vélos cargo ou de vélos. Et ils viennent nous voir en général avec deux questions. La première, c'est comment vous faites contre le vol. Et la deuxième, c'est comment vous faites contre la détérioration des vélos. Et nous, on a mis ça en place dans une logique de gratuité, de commun, sur une logique de confiance. Et depuis maintenant presque 10 ans que ça fonctionne, il n'y a jamais eu ni vol, ni vélo détérioré, autre que l'usage normal d'un vélo. Et d'ailleurs, la personne qui le détériore fait l'effort de trouver un moyen de le réparer, puisqu'il comprend qu'il appartient à une communauté. Et dernier point encore plus amusant, qui est une contradiction par rapport à mon propos décroissant, c'est que l'étude a montré que sur cette base de dons libres, les gens payent en moyenne une somme bien supérieure que la logique de marché pourrait demander. Ce qui ne veut pas dire qu'on fait ça pour gagner de l'argent. Mais ça montre à quel point, au-delà des clichés qu'on pourrait avoir, qu'à travers de la créativité, des pas de côté, on peut créer d'autres formes d'interaction humaine en rupture avec des choses qui me semblent beaucoup moins intéressantes. Et donc, en termes de conclusion, après 10 ans d'expérimentation à Cargonomia, au-delà du fait d'être toujours vivant, et d'être toujours un collectif qui fonctionne, même si Adrien, qui en arrivé derrière, nous a quittés pour continuer de manière tout aussi merveilleuse en France avec Véloma, et d'autres ont fait ce type de cheminement. La coopérative prend même des formes différentes d'une journée à l'autre, donc beaucoup de joie de vivre, beaucoup d'échanges, beaucoup de rencontres, beaucoup de partages, beaucoup de choses apprises. Et cela m'amène à partager avec vous deux réflexions sur les low-tech. Moi, je pense que pour penser les low-tech, il faut penser à des modèles économiques qui sont en rupture avec la logique marchande, ce qui n'est pas une mince affaire dans le système dans lequel on est aujourd'hui. Les low-tech n'ont aucun intérêt à être développés dans une logique capitaliste si on respecte les valeurs autour desquelles il semble y avoir un consensus aujourd'hui, qui sont celles autour des low-tech, puisque la low-tech a pour vocation de rendre les gens autonomes. Le capitalisme, c'est exactement le contraire. On va créer de l'hétéronomie pour continuer à perpétuer le fait de vendre, soit le renouvellement du produit à travers l'obsolescence programmée, soit à travers le fait qu'il va y avoir des pannes. Il faudra payer pour les pannes puisqu'on ne sait pas réparer. Donc le low-tech doit s'accompagner d'une réflexion vraiment profonde sur d'autres manières de penser les modèles économiques autour des communs. Il n'y a pas une seule recette. Il y a toute une multitude merveilleuse de recettes riches de créativité. Et puis l'autre point, ça a été évoqué, c'est une invitation à repenser, puisqu'on parle de commun, les formes de gouvernance, repenser la taille des organisations, repenser cette logique de faire réseau, de faire vivre l'intelligence collective, hors des logiques d'organigramme classique d'une entreprise, hors des logiques d'appropriation des savoir-faire, mais au contraire de mise en commun des savoir-faire,
d'un autre rapport au travail. Un exemple, et je conclurai là-dessus sur la joie de vivre, on a eu un projet d'agroforesterie urbaine, d'agroforesterie autour des enjeux du chauffage de bois pour les populations roms de Hongrie. Et on a planté de mémoire 800 arbres un week-end. La logique de marché aurait voulu qu'on emploie une entreprise spécialisée, professionnelle, qui aurait fait un travail merveilleux, mais des gens auraient fait un travail assez rébarbatif pendant des heures et des heures, dans le froid, tout seul, sans y prendre du plaisir, pour planter les 800 arbres. Nous, on s'est dit, on va faire un festival de musique, où on va vendre des bières. Avec les bières, on va payer les gens qui ont la compétence professionnelle et les outils. Ils ne vont pas planter les arbres, ils vont apprendre aux autres, tout en dansant, à planter les arbres. Et là où il y a eu de la souffrance sur un travail qui potentiellement pouvait être dur, il y aurait eu de la souffrance sur un travail qui pouvait être dur, il y a eu du plaisir, tout au bout du compte, ayant le même résultat en termes de travail. Et je crois qu'autour des low-tech, c'est l'articulation avec toute cette créativité, cette innovation merveilleuse sur comment sortir du carcan extrêmement limitant dans lequel nous sommes enfermés dans notre société et ouvrir d'autres possibles en termes d'organisation sociale, de modèles économiques, de rapport au travail, de partage des tâches, et ainsi de suite. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette belle présentation. Donc nous allons maintenant passer à un temps d'échange. On va faire circuler un micro pour que vous puissiez poser vos questions, donc n'hésitez pas à lever la main. Donc pour plus de convivialité, merci de vous présenter au moment où vous posez votre question, comme ça Vincent saura à qui il s'adresse. Et pour plus d'inclusivité, on va essayer au maximum d'avoir la parité dans les prises de parole. Merci. Et donc le temps que vous réfléchissez à votre question, j'en ai déjà préparé une sur la réplicabilité du modèle de Cargonomia, parce que c'est un très beau modèle et donc on peut être tenté de se dire qu'on va croître et essayer d'essaimer ce modèle un peu partout. Or, vous venez de faire toute une présentation sur la décroissance, donc comment on choisit si on s'exporte à d'autres endroits ou si on grandit pour promouvoir ce en quoi on croit. Merci. Alors, je crois qu'il n'y a aucun modèle réplicable. C'est une erreur de vouloir répliquer. Chaque modèle s'inscrit dans un territoire, dans une histoire, un ancrage porté par des personnes, avec aussi leur histoire, leur parcours, etc. Et je dirais que ce serait une erreur d'essayer de répliquer Cargonomia, d'autant plus qu'on est loin d'être exemplaire sur tout. Et qu'on est quand même 5 cofondateurs qui sont des personnalités très compliquées. Donc je vous invite surtout pas à faire la même chose. Par contre, allez voir ce qu'il s'y passe, comme allez voir ce qu'il se passe partout, dans les autres coopératives, les autres projets similaires. Allez voir ce qu'il s'est passé aussi dans le passé, dans d'autres cultures, dans d'autres territoires. Ce sont des outils formidables pour décoloniser nos imaginaires, pour casser des blocages que l'on a en nous et s'inspirer. Mais la meilleure des méthodes pour créer ce type de projet, c'est de partir de ce que l'on a soi-même, dans son réseau, autour de soi, comme savoir-faire, comme dynamique d'équipe, et petit à petit de construire. Donc surtout pas partir d'un modèle préétabli, essayer d'y arriver, c'est la meilleure manière de se casser la figure. Bonjour, bonjour à tous, Maxime Patry. Je suis administrateur dans une coopérative belge, Hello, et on construit des tiny house et on développe des formations et du conseil sur les low-tech. Et en l'occurrence, j'aimerais approfondir la question qui vient d'être posée pour savoir comment choisir en tant qu'entreprise. J'ai beaucoup aimé la réponse sur le fait de répliquer ou pas le modèle de Cargonomia en l'occurrence, mais nous, on voit qu'on va avoir des opportunités de croître en termes d'équipe, en termes de modèle économique, qui ne nous intéresse pas dans l'absolu, puisqu'on a justement cette logique d'avoir une équipe réduite pour pouvoir continuer à travailler en coopération. Et on aimerait, je me pose la question de si vous avez des arguments, des clés de décision
pour savoir si on doit justement croître ou essayer de développer une structure à côté de nous, mais donc qui serait inspirée de nous, ou alors qu'est-ce qu'on fait de ce temps en plus qui va nous être libéré au moment où on aura atteint une rentabilité et un fonctionnement qui fonctionne. Voilà. C'est un défi pour toutes les organisations qui se créent aujourd'hui, même certaines coopératives et entreprises qui ne veulent éviter la croissance et qui se retrouvent à un moment donné pris par la crise de croissance, du fait d'un modèle économique qui contraint à ça, du fait de marchés qui contraignent à ça. Et nous, on a eu la chance, et ça répond dans la continuité à la réponse de Lucie aussi, à la question de Lucie, on a eu la chance, quand on a cofondé Cargonomia, d'être sur un terrain extrêmement fertile pour expérimenter une coopérative qui pouvait se protéger de la pulsion ou de la contrainte de croissance. On était dans un écosystème, dans le Budapest du début des années 2010, où il y avait énormément de communs, de lieux autogérés, on avait un accès quasiment gratuit à ces lieux. Autour de ces lieux, toute une jeunesse hongroise avec des savoir-faire, pas d'argent, donc de la créativité autour de ces savoir-faire, et l'accès à ces savoir-faire, ces outils. Et en fait, on a pu commencer sans avoir un investissement au départ autre que le capital culturel et social qu'on avait. Donc on a eu de la crise de croissance sur ce capital culturel et social, mais on n'a pas eu de crise de croissance sur un capital économique, puisqu'on en a mis un qui était... alors je mens un peu, on a mis 3 000 €. Et en fait, les premières années de Cargonomia, en numéraire, on fonctionnait à 3 000 € de rentrée-sortie d'argent. Tout en ayant, il faudrait faire un jour le calcul, tout en ayant une quantité d'activité totalement démesurée. Donc on faisait 100 000, je ne sais pas, fois plus de choses si on faisait une estimation en numéraire de tout ça. Et ce contexte d'être dans un contexte où la vie est très peu marchandisée, très autogestionnaire, basée sur une logique, une culture de commun ancrée culturellement dans le réseau dans lequel on était, et de réciprocité, fait que ça a été très facile de faire ça. 10 ans plus tard, Budapest a changé, le tourisme de masse s'est développé, l'ubérisation de la ville à travers les appartements où on habitait, qui sont devenus des Airbnb, a fait qu'on a perdu accès à un certain nombre de lieux. Des lieux alternatifs ont soit fermé, sont devenus des musées à ciel ouvert avec des gens qui viennent les visiter pour découvrir la vie alternative de Budapest, mais on n'y va plus. Un grand nombre de personnes, pour des raisons politiques avec lesquelles nous travaillions, sont partis ou ont dû accepter un bullshit job, parce que quand il faut payer un loyer à 1 000 €, c'est très difficile d'avoir une vie alternative comme lorsqu'on devait payer à l'époque des loyers à 50 ou 100 €. Et donc le contexte, et j'insiste encore plus sur la question de Lucie, chaque contexte est unique. Et ce qui a été pour nous une fenêtre d'opportunité merveilleuse pour expérimenter tout ça, serait impossible aujourd'hui, même à Budapest. Et aujourd'hui, on est amené à revoir en profondeur un certain nombre de fonctionnements quant à notre modèle économique, tout en essayant de faire preuve de créativité pour protéger nos belles activités de la contrainte de marché. Donc on est plusieurs à avoir des discussions, des réflexions autour de ça, et à voir comment on arrive à maintenir des communs, comment on arrive à maintenir à l'extérieur du fonctionnement de notre coopérative cette notion d'investissement et de croissance qui y serait associée. D'ailleurs, on a souvent été contacté par des investisseurs, on a toujours dit on prend votre argent, on la transforme en commun, en savoir-faire et en réseau. Ce sera votre retour sur investissement. Bon, en général, ça ne marche pas trop. Mais c'est la réponse. Il y en a qui ont accepté. Très peu, mais ils étaient contents. Et c'est un peu la question. Et je crois que c'est l'un des défis, et c'est l'importance de faire le lien entre le mouvement low-tech et d'autres mouvements de transformation sociétale. Je pense au réseau de la décroissance. Moi, ça me semble fondamental, parce que sans transformation profonde des règles du jeu, qui sont celles aujourd'hui de l'ultralibéralisme, sans une réflexion profonde sur le droit de propriété, qui est une véritable dimension bloquante pour avoir accès à des lieux, et une réflexion sur les communs, une réappropriation de ces espaces avec d'autres formes de gouvernance à inventer, etc., on est très vite bloqué, on se heurte face au risque de se retrouver coopté par un système
qui a un côté très formalisant. Merci. Donc, si je comprends bien... Ah, ok. Je passe la parole, du coup. Ça marche. On peut continuer après, hein, je suis là toute la journée. Hein. Bonjour, moi c'est Ambre, je suis étudiante aux Beaux-Arts de Rennes. Donc en fait j'avais une première question mais à laquelle vous avez déjà répondu plus ou moins. Pourquoi avoir implanté Cargonomia à Budapest? Et en fait j'ai pensé à une seconde question du coup. Est-ce que vous avez envisagé d'autres pays ou d'autres villes du coup pour réfléchir où est-ce que vous alliez implanter comment ça s'appelle ce concept? Mais moi, je venais du mouvement des squats et des ZAD en France. Donc on faisait la même chose dans des squats et des ZAD. Le problème était qu'il fallait faire à la fois tout cet exercice extrêmement compliqué d'être créatif, d'inventer, d'expérimenter, de créer de l'intelligence collective, du lien, des formes de gouvernance, tout en se protégeant de la répression policière. Donc au bout d'un moment, je me suis quand même un peu épuisé avec ça. Et quand je suis retourné vivre à Budapest, ville que je connaissais, j'ai vu qu'on pouvait le faire dans la légalité. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut expérimenter ce genre de choses aujourd'hui de cette manière-là? Je ne le sais pas, mais je crois qu'il y a une urgence à le rechercher, d'aller proposer, une fois de plus, des modèles de propriété différents aux pouvoirs décisionnels locaux, aux mairies, aux conseils généraux, aux conseils régionaux. Il y a des villes où il y a ces débats-là. Enfin, les communs commencent à rentrer dans les débats dans certaines villes. Comment on va créer des communs et inventer d'autres formes de gouvernance. De le faire en allant voir des multinationales ou des oligarques et de leur dire vos biens bien mal acquis, on va vous en libérer pour libérer votre conscience de la culpabilité que vous pouvez avoir. C'est un exemple, hein, je provoque bien sûr, mais je crois qu'il y a énormément de choses à explorer, à réfléchir. Peut-être ce qui est fait aujourd'hui autour de la formation low-tech à Centrale Nantes en est une. Comment dans une institution et dans le cadre légal, on crée d'autres formes de fonctionnement à l'intérieur de l'institution. On voit ça dans des entreprises, on voit ça dans des municipalités. Et je crois qu'il n'y a pas une recette magique, il n'y a pas la recette, mais il y a en fonction des contraintes, des territoires, des personnes avec lesquelles on est, des savoir-faire et des opportunités qu'il peut y avoir, la possibilité d'essayer de trouver quelque chose et la nécessité aussi de faire réseau pour échanger sur les différentes bonnes pratiques, les retours d'expérience, et de faire réseau aussi pour peut-être créer du rapport de force par rapport au fait qu'on a aujourd'hui un modèle économique qui est de toujours plus contraignant et ne libère pas de temps. L'autre chose que je n'ai pas dite, c'est que dans la création de Cargonomia, parmi les 5 cofondateurs, on est dans une réflexion sur comment on s'auto-institue une forme de revenu de base inconditionnel, sans pour autant que ça passe par de l'argent et sans pour autant que cet argent passe par Cargonomia. C'est-à-dire que nous 5, parmi les 5 cofondateurs, on a des activités professionnelles autour et liées à Cargonomia, où Cargonomia va nous permettre des revenus qui vont nous permettre de dégager du temps et de la liberté pour avoir des activités non lucratives. Et on a pu faire ça cette période-là. Aujourd'hui, ça devient plus compliqué parce que le coût de la vie en numéraire a augmenté et donc il faut aller chercher plus d'argent. Qui dit aller chercher plus d'argent, il faut jouer plus avec les règles du système. Donc, par exemple, à Cargonomia, on a toujours mis une ligne rouge, on ne répond à aucun appel d'offres sur aucun projet. C'est de la perte de temps. Pendant qu'on fait ça, on ne fait pas quelque chose d'intéressant. Et quand on fait encore plus, le reporting, la plupart des projets, aujourd'hui, la majorité du temps passé consiste à répondre à des appels à projets, à faire l'administration, à se disputer sur le partage des fonds et à faire le reporting. Donc nous, on a mis une ligne rouge par rapport à ça, parce qu'on a pu se le permettre. Aujourd'hui, on est rattrapé par peut-être la nécessité de le faire. Donc on réfléchit à des manières de le faire d'une telle manière que ça ne va pas avoir cette incidence-là. Et la deuxième incidence, qui est encore bien pire, c'est qu'en général, quand on touche un projet, il va y avoir des règles de la manière dont on va devoir utiliser cet argent, qui ne vont pas être nécessairement les choses les plus pertinentes quant aux dynamiques d'équipe
et qui vont être extrêmement contraignantes quant à la nécessité d'expérimentation et de créativité qu'on doit avoir. Donc, par exemple, dans les réseaux de la décroissance, l'année dernière, on a gagné 30 millions d'euros sur des gros projets européens, et il y a toute une réflexion aujourd'hui qui est menée où on se retrouve bloqué, où 30 millions, ça paraît être une somme énorme, mais que les règles comptables qu'on nous impose, ça ne représente rien, et ça a un effet pervers, c'est que ça crée des jalousies au sein des réseaux de la décroissance, ça crée des tensions, et ça nous amène à une cooptation par le système autour de ça. Donc, expérimentons des choses de manière toujours critique, prudente, par rapport aux règles qui nous sont imposées et qui ne correspondent pas, je pense, à ce que l'on devrait aller explorer. Merci. Bonjour, je suis Jean de Gromard, je suis fondateur à l'initiative de Witchcase, qui est une initiative qui a pour objectif de mettre à disposition des technologies web puissantes, universelles et surtout peu énergivores. Et ma question, c'est qu'en fait, le partage et l'accessibilité sont une dimension centrale des low-tech. Et du coup, je voudrais savoir si donc, le rôle du web actuellement est fondamental sur le partage des low-tech. Et je voudrais savoir comment, selon vous, on peut imaginer un web décroissant. Et puis alors la question, évidemment la même question qu'un peu tout le monde, comment on le finance, est-ce que la solution est politique ou si la solution, s'il y a des solutions qui sont hors de la pub ou de solutions vraiment capitalistes, on va dire. Bon, avant l'invention du web, on savait organiser des forums, on savait se rencontrer, on savait voyager, on savait partager des documents. Donc je ne suis pas sûr que le web soit nécessaire pour partager. Alors après, il facilite les choses, il peut améliorer la diffusion, la rapidité de diffusion. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit fondamentalement nécessaire. Et si on garde le web, réfléchissons à un web sobre. Aujourd'hui, allons regarder où sont les impacts environnementaux d'énergie dans le web. Alors c'est quoi? C'est le streaming, c'est le porno, c'est le fait de stocker des quantités monstrueuses de données, c'est le fait de mettre des grosses images sans réfléchir, comme sur le prési que j'ai fait, etc. Réfléchissons. Et un web, alors je vais citer Philippe Biwix si je me souviens bien, si le web c'est Wikipédia, il n'y a pas besoin d'avoir un web AgTech pour faire du Wikipédia, et il y a peut-être une concentration de la plupart des connaissances intéressantes qu'on peut encore améliorer de manière en plus participative. C'est un très beau projet basé sur la logique de l'open source, du commun, de l'autogestion, etc. Donc je dirais qu'on a de la marge, mais la première des questions à se poser, j'ai pas nécessairement de réponse, c'est pas à moi de répondre, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que c'est peut-être pas plus sympa quand on veut partager une recette de cuisine, d'en discuter, de faire ensemble, que de se mettre sur sa machine et de cliquer. Donc ça appelle aussi une réflexion sur le ralentir dans nos sociétés, sur un autre rapport à la manière dont on va transmettre les savoir-faire et les connaissances. Donc je pense qu'il faut explorer tout ça. Il n'y a pas une réponse unique, mais un questionnement à mener et à expérimenter. Bonjour, moi du coup je m'appelle Marion, je suis designer en fin de cursus à l'école des Beaux-Arts de Bretagne à Rennes. Et du coup je travaille sur le design low-tech notamment. Et ma question c'était cette question de la rémunération. Comme on dépend de ce système économique vraiment qui nous écrase très, très fortement, est-ce qu'il y a un moyen de s'extraire quand on est créateur, quand on est ingénieur, et que le but de notre pratique, c'est vraiment le partage, le collectif, l'open source, la culture du tuto notamment, et d'atelier vraiment la chose en fait, partagée en collectif. Comment on se rémunère dans la vie? En France, on avait, je sais que ça a été pas mal attaqué, il y avait les intermittents du spectacle. Il y a des études scientifiques qui montrent la puissance de ce type de format en termes de créativité, en termes de bien-être, en termes d'autogestion, etc. C'est des choses tout à fait efficaces. Moi, je suis un vieux militant
dans la décroissance, et le premier bouquin que j'ai écrit sur la décroissance, c'était autour de la notion de dotation inconditionnelle d'autonomie, qui serait une forme de revenu de base inconditionnel, qui consiste à donner de la naissance à la mort pour toutes et tous, juste pour la simple et bonne raison qu'on est arrivé sur cette planète et qu'on ne l'a pas choisie, une somme d'argent suffisante pour avoir une vie décente, sobre et décente, je vais ajouter. La dotation inconditionnelle d'autonomie propose la même chose en ayant une réflexion sur la démonétisation de cette dotation. Donc elle serait donnée plutôt en droit d'accès à un certain nombre de ressources, en droit de tirage sur un certain nombre de ressources, en droit d'accès à un certain nombre de services, éventuellement dans des monnaies locales et complémentaires, et pourquoi pas une partie en euros. Mais je dirais, autour de cette réflexion-là, et qui rejoint votre question, je crois qu'il y a la nécessité, naturellement, de faire confiance. D'ailleurs, il n'y a pas de démocratie sans confiance, donc de faire confiance aux citoyennes et aux citoyens. Il y a la nécessité de sécuriser. On rentre dans une période potentiellement de transformation assez violente de nos organisations sociales, donc du monde du travail. Donc sécurisons les parcours à travers un revenu de base. Parions sur la créativité, mais à travers la démonétisation de ce revenu de base, il y a aussi une fenêtre d'opportunité merveilleuse pour organiser des délibérations citoyennes sur le qu'est-ce qu'on y met. C'est-à-dire que donner la gratuité à la santé pour toutes et tous dans un système de santé malade tel qu'il est aujourd'hui, ça n'aurait pas de sens. C'est donc une invitation à aller poser la question, qu'est-ce qu'une société en bonne santé ? Et quand on fait cet exercice revenant à l'essence de la santé qui est ton médicament sera ta nourriture, c'est-à-dire très belle image qui dit que une société en bonne santé, c'est une société dans laquelle on vit bien, on mange bien, on respire bien, on boit bien. Une société où on a non pas ni du stress, ni de la violence, ni de la pression pour survivre, de peur. Enfin, le stress a un impact dévastateur. Une société aussi, on a du lien entre la tête, le cœur et les mains dans nos activités. Les études montrent que quand on a des activités physiques, on vit mieux. Une société où on est autonome, quand on a un meilleur contrôle sur les techniques dont on dépend, ça fait le lien avec les low-tech, on est plus serein. Quand on dépend d'outils qui, lorsqu'ils tombent en panne, on ne sait pas quoi faire d'autre que d'appeler un numéro pour tomber sur quelqu'un d'encore plus précarisé à l'autre bout du monde, francophone, qui va nous expliquer que la seule chose qu'elle peut le faire, c'est nous conseiller de reprendre notre voiture pour aller au magasin à 20 km pour en acheter un nouveau. C'est pas une société où on vit bien. Et dans une société où on vit bien, instaurer ou mettre en place la gratuité des soins est tout de suite beaucoup plus facile puisqu'on a beaucoup moins de maladies de civilisation. Et c'est ça la démarche, pour moi, décroissante ou low-tech autour de toutes ces questions-là. Et donc, ça ne répond pas, vous, à votre question demain, qu'est-ce qu'on fait, mais initier ce débat-là, créer du rapport de force pour mettre en place quelque chose qui est très facile techniquement à mettre en place et que l'on peut financer dans nos sociétés de surabondance, le revenu de base peut être un levier vers une première étape pour dégager de la liberté, de la créativité chez les citoyennes et les citoyens, pour redonner de la dignité. J'évoquais tout à l'heure le projet autour des communs qu'on a créés sur les vélos cargo. Quand on fait confiance aux gens, en général, il en sort quelque chose de plutôt sympathique que quand on est dans une logique de suspicion. Et donc, une fois de plus, seul dans son coin, avec ses super idées low-tech, etc., on est quand même rattrapé par le système dominant, en lien avec d'autres réseaux pour transformer les règles qui nous régissent, permet de créer des espaces pour retrouver de la sérénité et de la liberté d'action. On va malheureusement arriver à la fin de cette conférence, donc on va prendre une dernière question avant de conclure. Allô, allô. Merci pour la présentation. Je m'appelle Alexandre Gauthier, je suis doctorant au laboratoire GESCOP, où l'objectif de la thèse, c'est de proposer des outillages méthodologiques pour une ingénierie low-tech. Donc ma question, ça serait quels outils vous utilisez pour le partage de connaissances et la création de réseaux. J'aurais juste peut-être une autre question, parce que celle-là est peut-être un peu simple.
Je me demandais quel était l'état du débat, en fait, peut-être dans le low-tech, mais je pense plus dans la décroissance, sur la question des extractions de matières premières. Parce que c'est là où se trouve la plupart de l'impact environnemental et social. Merci. Bon, la deuxième question sur la décroissance, elle est très simple, hein, il faut arrêter tout de suite. Si on est sérieux et cohérent, on arrête tout de suite, mais on le fait en intelligence, on réfléchit quand même ce dont on a vraiment besoin dans le système dans lequel on est aujourd'hui pour éviter des ruptures d'approvisionnement sur des denrées essentielles. Mais arrêtons tout de suite, c'est-à-dire le plus vite possible, en bonne intelligence et avec planification. Sur le low-tech, je pense que ça doit rejoindre la même chose. Mais c'est d'autant plus aisé d'arrêter tout de suite si des réponses alternatives à des besoins pressants sont déjà mises en place sans extractiviste avant. C'est-à-dire si le palliatif est là avant le fait d'arrêter, c'est quand même plus sympathique. Mais l'enjeu, c'est d'arrêter le plus vite possible. Enfin, je ne vais pas reprendre les courbes que je vous montrais tout à l'heure. C'est chaque journée qui passe est une journée qui nous ramène toujours plus proche du péril. Donc le plus tôt on arrête, le mieux c'est. Sur la manière dont on fait toutes ces belles choses à Cargonomia, partage de connaissances, mise en commun, je ne sais plus si vous avez dit aussi, peut-être prise de décision, etc. Nous, pendant des années, notre cœur de métier, c'était la bière. Mais chacun trouve son mode de fonctionnement. Ce n'est pas un mode de fonctionnement qui correspond pour tout le monde, parce que tout le monde n'aime pas l'alcool, tout le monde n'aime pas la bière. En général, ça se passait un peu tard. On aime bien entretenir cette légende que toutes les grandes décisions stratégiques de Cargonomia se sont prises à 3h du matin un vendredi soir dans un bar qui s'appelle le Vitula. Alors ça n'a pas toujours été les décisions les plus intelligentes, mais ça a plutôt bien fonctionné. Et je dirais que là aussi, on peut faire preuve de modes de gouvernance extrêmement divers et variés en fonction des personnes, des dynamiques d'équipe qui se mettent en place. Et ces modes de gouvernance peuvent prendre différentes formes en fonction des décisions qu'on doit prendre. En fonction aussi de l'évolution du collectif. Aujourd'hui, la manière dont on fonctionnait il y a 10 ans n'a rien à voir avec la manière dont on fonctionne aujourd'hui. Il a évolué, il y a des gens qui sont partis, d'autres qui sont arrivés. On n'est plus sur les mêmes projets, le contexte a changé. D'ailleurs, le Vitula ferme à 3h du mat, est fermé à 3h du matin maintenant, donc on peut plus le faire. Donc même pour ça, on est bloqué. Et donc, là, il est intéressant d'inventer et de faire preuve d'extrêmement de créativité. Et dans l'intelligence collective des organisations, même dans le monde conventionnel de l'entreprise, il se passe des choses merveilleuses. On l'a vu aussi à travers la Convention citoyenne pour le climat, quelque chose qui était un vieux cheval de bataille de la décroissance, d'expérimenter d'autres manières de prendre des décisions sociétales, pas uniquement le vote, le référendum ou le vote pour un représentant à qui on donne un mandat, qui sont deux outils. Le vote est un outil pertinent pour un certain nombre de prises de décision dans un cadre donné. La Convention citoyenne pour le climat, parmi beaucoup d'autres expérimentations concrètes, a montré qu'on pouvait faire différemment avec qui plus est des résultats beaucoup plus intéressants. Convention citoyenne pour le climat, 150 citoyennes et citoyens tirés au sort, le temps de 7 week-ends, en y mettant des moyens. C'est-à-dire que c'est pas on tire au sort, on va au Vitula, on laisse discuter les 150 pendant 3 nuits et puis on regarde ce qui en sort. Non, c'est 4,5 millions d'euros de mis sur la table avec un processus qui n'était peut-être pas le plus parfait, mais qui était assez intéressant dans une logique de controverse. Ils vont proposer 150 propositions articulées qui sont beaucoup plus pertinentes quant à la question posée aux enjeux que tout ce que les rapports d'experts ont proposé les dernières décennies. Et donc, ne nous interdisons rien, avec sérieux, expérimentons, comme on le voit avec le mouvement municipaliste et les listes citoyennes dans les municipalités, dans les budgets que l'on va délibérer hors des conseils municipaux. Donc il y a plein de choses qui se passent et nous à Cargonomia, on est un peu comme ça, on s'interdit rien, on expérimente et on avance. Du coup, ça va être la fin de la conférence. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot pour conclure votre conférence avant de quitter la scène? Oui, je suis encore là aujourd'hui. Il y a aussi Adrien, qui est un cofondateur de Cargonomia, qui est là aujourd'hui. Il y a des anciens de Cargonomia qui sont passés par chez nous. Je pense à Clément Chouane, j'ai vu Victor qui est arrivé. Peut-être d'autres qui peuvent lever la main s'ils voient. Si vous discutez avec mes collègues, vous aurez une version totalement différente de ce qu'est Cargonomia.
Et c'est quelque chose que nous, on cultive, parce que il n'y a pas une vérité, mais il y a toute une diversité de vécus, de ressentis, d'aspirations dans les projets, ce qui est quelque chose aussi à respecter dans une logique de créativité et de joie de vivre. Merci à vous.